Bon, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition après les deux auditions qu'on a eues ce matin, donc le chef d'état-major des armées, les membres du CSFM également, qui était une audition assez copieuse. Monsieur le secrétaire général, bienvenue à nouveau en commission de la défense, je crois, pour ce troisième passage, en plus du PLF de l'an dernier et de la loi de programmation militaire. Donc désormais, vous connaissez très bien notre commission et j'en profite pour vous remercier pour votre disponibilité tout au long de l'examen de la dernière LPM. Mes chers collègues, comme vous le savez, le secrétariat général pour l'administration, c'est un acteur central de la mise en œuvre de la LPM, non seulement puisqu'il apporte à tous les organismes du ministère des Armées ses compétences et son expertise dans l'ensemble des domaines transverses, la DAF, comme dans une entreprise, pour la fonction financière, la RH, les ressources humaines, les achats, l'expertise juridique, l'accompagnement territorial, la politique immobilière et logement, les infrastructures et constructions, et enfin la politique mémorielle et culturelle. Donc, monsieur le secrétaire général, vous pourriez, de manière globale et pour ces domaines évoqués, nous faire part de votre vision des équilibres du projet de PLF pour 2024 et des transformations attendues. Et je profite de ce propos introductif pour attirer votre attention sur les 4 sujets que je sais être au centre de nombreuses interrogations de mes collègues. Bien entendu, les enjeux de ressources humaines qui ont beaucoup été évoqués par définition avec le CSFM et aussi beaucoup avec le chef d'état-major des armées, les enjeux d'infrastructure, de transformation numérique et bien entendu la réforme interne du ministère annoncée le 13 juillet dernier par le président de la République lors de son discours à Brienne afin d'aller vers davantage de subsidiarité et de simplification. Voilà, sans plus tarder, monsieur le secrétaire général, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d'être devant vous cet après-midi. Comme vous l'avez dit, c'est la 3e fois que vous m'entendez esqualité. Et donc là, on va parler pendant 2 heures du projet de loi de finances pour 2024 avec la vue qu'on peut en avoir depuis le secrétaire général pour l'administration, c'est-à-dire l'entité qui, au sein du ministère, est investie d'un certain nombre de fonctions transversales, de fonctions de cohésion ministérielle que vous avez décrites, Monsieur le Président. Et donc voilà, c'est de ce point de vue-là que je vais d'abord vous dire quelques mots à propos de ce PLF avant évidemment de discuter, d'échanger et de répondre à vos questions. Donc le PLF 24, c'est la première annuité de la LPM 24-30 et c'est le premier rendez-vous avec l'exigence de la conformité de la réalisation à l'intention politique. Et c'est donc un rendez-vous qui est honoré puisque ce projet de loi de finances respecte à l'euro près le premier jalon de la trajectoire budgétaire décrite dans la LPM 24-30. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que je trouvais toujours intéressant de prendre une fraction de seconde pour ne pas enjamber immédiatement ce premier point, parce que je trouve que c'est toujours utile de se référer au passé, pas forcément très ancien, mais disons à la dernière paire de décennies, pour constater que vraiment les années se suivant et cet état de fait se vérifiant à chaque fois, je veux dire par là la stricte conformité du projet de loi de finances à l'annuité de LPM. Voilà, on accumule quand même des éléments qui finissent par, sur la moyenne période, depuis 2017, le PLF 2018, qui finissent quand même par avoir quand même beaucoup de signification parce que c'est loin d'avoir toujours été le cas. Et que même dans la période de 20 ou 23 ans passés, si on regarde, il y a eu en début parfois de LPM des décrochages à la trajectoire, à l'intention, dès le premier PLF. Voilà, donc comme je suis un ancien du métier, et que j'ai vu beaucoup de choses, eh bien, les années se suivant et cet état de fait se vérifiant à nouveau, je pense quand même que
voilà, ça finit par entrer dans nos esprits, mais c'est quand même un fait absolument majeur que l'intention politique et l'intention stratégique exprimée dans la LPM, la concrétisation dans les budgets annuels, dont on sait bien qu'ils sont le produit d'un système d'action, de décision et d'arbitrage extrêmement complexe, et bien voilà, le fait que cette conformité à l'intention soit à nouveau pour 24 vérifiée est, selon moi, un élément notable. Alors concrètement, ça veut dire qu'en 2024, l'augmentation des ressources ouvertes en loi de finances devra être de 3,3 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation en pourcentage de 7,5%, et qui va porter les crédits de la mission défense à 47,2 milliards d'euros, hors cotisation aux CAS pensions. Voilà, ces chiffres-là, vus de ma place, ils sont suffisamment significatifs et riches de commentaires pour que je n'aille pas sur le plan du contexte stratégique que le ministre a évoqué hier après-midi devant vous et que le chef d'état-major des armées a également traité devant vous ce matin. J'ai parlé de la mission défense, au sein de laquelle j'ai plus particulièrement la responsabilité du programme 212 intitulé « Soutien de la politique de défense ». Et puis, il faudra que nous parlions également du programme 169, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et lien avec la nation, qui se trouve sur la mission anciens combattants, qui est une mission interministérielle où on trouve également un programme 158, sauf erreur de ma part, qui est rattaché au service du Premier ministre. Un petit commentaire, disons, qualitatif sur la portée ou la finalité de ces deux programmes. Je dirais qu'ils participent, qu'ils contribuent directement à la cohérence de notre modèle d'armée, à la résilience aux forces morales de la défense, au service de la protection des Français et de notre territoire national. Alors, comme vous m'y avez d'ailleurs invité, Monsieur le Président, dans mon propos liminaire, je mettrai l'accent sur 3 facteurs clés qui concourent directement à la cohérence de ce modèle d'armée et de notre dispositif de défense plus généralement. La question des ressources humaines, la question de la politique immobilière et des infrastructures, et puis la question de la transformation, de la modernisation du ministère. Donc vous avez fait 2 entrées, mais peut-être qu'on peut les globaliser pour éventuellement ensuite entrer dans le détail, avec évidemment un volet numérique important. Et puis je parlerai du soutien apporté au monde combattant, à la résilience de la nation, avant de me soumettre à vos questions. Alors sur les 3 facteurs clés de cohérence, RH, immobilier, infrastructure, transformation, pour ce qui concerne d'abord les ressources humaines, je pense qu'il y a un débat qui ne donne plus lieu à discussion de principe. L'axe d'effort principal consiste à investir dans notre capital humain. C'est une expression qui peut être jugée discutable, mais elle a vraiment une portée absolument massive pour la défense, pour le format du ministère des Armées. Vous avez tous en tête le fait que dans une classe qui est autour de 10% et peut-être l'année prochaine un peu plus, le turnover, c'est-à-dire les flux sortants de ceux qui quittent le ministère de la Défense et ceux qui y entrent, c'est 25, 26 000 et peut-être 28 000 dans nos dernières prévisions par an. C'est-à-dire un organisme vivant qui renouvelle sa substance par dixième. Voilà. En 10 ans, c'est comme si un organisme cellulaire en 10 ans était totalement différent de ce qu'il était à la première année. Donc c'est quand même quelque chose qui est qui n'a pas beaucoup d'équivalent, qui suppose que tous les leviers soient actionnés dans cette politique RH, et en particulier, évidemment, les questions salariales, les questions de formation initiale, de formation continue, les questions de fidélisation, de conditions des personnels. Tout cela concourt directement à la réalisation de cette ambition qui est le maintien et le développement de ce capital humain.
Alors, concrètement, si on regarde les crédits qui sont inscrits au titre 2 dans ce PLF, titre 2 dont je vous rappelle qu'il est intégralement au programme 212, donc l'intégralité de la masse salariale du ministère est regroupée sur le programme 212. Si on en défalque, ce qui est homogène avec le montant de 47,2 que je mentionnais tout à l'heure, si on en défalque les pensions ou les cotisations en casse pension, ce titre 2, cette masse salariale, sera l'an prochain de 13,5 milliards, en augmentation de 600 millions, c'est-à-dire 4,6% par rapport à 2023. 13,5 milliards. Donc un enjeu budgétaire de premier ordre. Il faut exécuter sensiblement cette somme dans l'enveloppe initiale avec des phénomènes de très grande ampleur. J'ai parlé du turnover, le flux sortant, le flux entrant, distribué sur un très grand nombre de filières, de gestionnaires de personnel. Voilà. Donc vraiment une manœuvre très complexe et une manœuvre qui rencontre depuis maintenant quelques mois, depuis l'année 22, des conditions difficiles sur le marché de l'emploi. L'année 22 a été quand même marquée par une sous-réalisation de nos effectifs, d'une ampleur, je dirais, significative, puisque sur 268 000 emplois autorisés dans le plafond voté par le Parlement, on avait sensiblement 1 millier d'emplois non pourvus à la fin de l'année 2022. Donc, j'appelle ça, c'est significatif, 268 000, 1000. Vous voyez quand même qu'on est dans une classe voilà, 0,2, 0,3%. Donc mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est presque en une année que cette sous-réalisation apparaît. Donc vraiment, 2022, c'est quand même le début de quelque chose qui est perceptible en termes disons, de modification des termes de l'échange, ou pour ne pas parler de rapport de force sur le marché de l'emploi. Et de ce point de vue-là, les conditions de ce marché de l'emploi en 2023 ne sont pas fondamentalement différentes. Et donc, nous nous apprêtons à sous-réaliser dans une mesure sans doute au moins équivalente et peut-être supérieure nos droits votés dans la loi de finances. Voilà. Donc ça donne quand même une idée. Alors c'est corrélé à la situation générale de l'économie, à toute une pluralité de facteurs. Et on n'est pas simplement en réaction ou passif par rapport à ces tendances de marché, en quelque sorte. On a une action proactive et je vais entrer dans le détail. Mais je signale ce sujet parce qu'il a conduit de façon assez directe à prendre un parti sur lequel le ministre s'est expliqué, a fourni des explications hier après-midi et sur lequel je m'apprête à revenir, et puis je prendrai sans doute des questions de votre part à ce sujet, à prendre un parti dans ce PLF qui a consisté à ne pas d'emblée mobiliser l'intégralité du schéma d'emploi qui figurait dans la première annuité de la LPM, à plus 700 effectifs, et à plutôt faire dès le stade du PLF une espèce d'arbitrage entre l'objectif quantitatif RH format, ramené du coup à 456 par rapport à 700, et du coup à plutôt mettre l'accent sur les mesures salariales, c'est-à-dire mettre davantage de ressources sur les leviers permettant de sécuriser ou de rendre plus robuste notre prévision de schéma d'emploi. Donc, le ministre en a parlé. Cette mécanique, cette logique d'arbitrage salarial, volume d'effectifs, elle est prévue explicitement dans la LPM, à l'article 7. Elle a été discutée par vous et je pense que les raisons pour lesquelles nous nous sommes placés sur ce terrain-là sont partagées. Je pourrais y revenir. Bon, il se trouve que dès la première annuité, dans le contexte, encore une fois, du marché de l'emploi que je viens de décrire, on commence à faire jouer ce mécanisme. Et puis, je rappelle aussi que c'est un mécanisme
qu'on se propose de faire jouer au moment de la préparation du budget, donc dans le PLF, mais également en cours d'année. C'est-à-dire que on n'a pas, en quelque sorte, tiré toutes nos cartouches dans le PLF. Et si au cours de la gestion, si pendant l'année 24, on se rend compte que, pour prendre une image de la nature, si les vents contraires sont toujours aussi forts et s'il faut absolument mettre plus de puissance sur le salarial, il y a des outils indemnitaires notamment, qui nous seront accessibles, et tout ça étant placé sous cette espèce de logique qui est encapsulée dans l'article 7 de la LPM. Alors, qu'est-ce à dire sur les ambitions RH, les priorités thématiques sectorielles qui étaient exposées dans la LPM promulguée cet été? Eh bien, il est évident que cette ambition, cette logique de spécialité ou cette logique de priorité RH, tout cela reste parfaitement valide. Hein. Ça reste parfaitement valide sur l'horizon temporel de la LPM. Et si, en termes de création d'emplois supplémentaires en 24, on est dans l'écart que j'ai signalé, ça ne retire absolument rien à la nécessité par des redéploiements, par des bascules d'efforts entre gestionnaires de personnel et employeurs, de réaliser cette cohérence RH du modèle d'armée qui reste absolument valide, telle qu'elle vous a été présentée, que vous l'avez discutée et qu'elle a été approuvée avec la LPM elle-même. Mais je pourrais revenir sur ce sujet si vous le souhaitez. Alors, en matière salariale, l'année 24 est une année relativement atypique par rapport, encore une fois, à la séquence des dernières années. D'abord parce qu'il y a un impact important des mesures générales prises par le gouvernement à l'égard des agents publics à l'occasion de ce qu'on appelle le rendez-vous salarial cette année, mais dont une bonne partie n'entre en vigueur qu'en 24, et puis celles qui sont entrées en vigueur en 23, elles sont entrées en cours d'année, et donc il y a un effet qu'on appelle d'extension en année pleine pour 24, et tout ça produit des volumes de crédit qui sont extrêmement significatifs, hein, puisque on est sur 184 millions de mesures entrant en vigueur en 24, dont 76 de mesures vraiment spécifiques au ministère, avec déjà une illustration de ce que je disais sur les leviers à actionner pour réaliser le volet RH du modèle d'armée, avec des leviers indemnitaires sur les spécialités numériques pour le personnel militaire, avec une première traduction dans la grille des sous-officiers supérieurs de l'ambition de remettre de la pente dans le déroulement de carrière des personnels militaires, avec un soin particulier à certaines spécialités, qu'il s'agisse du monde du renseignement, du monde de la santé ou des questions nucléaires. Donc, je dirais qu'il s'agisse du flux des mesures totalement nouvelles, qu'il s'agisse finalement de la réalisation complète de ce qu'on appelle la nouvelle politique de rémunération des militaires, la NPRM, qui est un plan qui a commencé de s'exécuter dans les lois de finances annuelles en 2021, dans la troisième et dernière marche va entrer en vigueur là en octobre 2023, et donc sur 3 mois, ce qui veut dire par différence avec les 12 mois de l'année qu'il y a un effet extension en année pleine sur cette troisième marche et dernière marche de la NPRM de 9 mois sur le budget 24 qui vous est présenté, et donc avec un impact crédit important. Mais sur l'ensemble de ces mesures, je suis aussi évidemment là pour répondre à vos questions. Alors le ministre a beaucoup insisté sur le volet à réserve de la politique RH, avec une ambition à l'horizon 2035 d'un militaire de réserve pour 2 militaires d'actifs, hein, ce qui en gros nous met dans une proportion 100 000 réservistes pour une armée d'actifs de 200 000 hommes.
Et donc, une pente qu'il faut gravir de façon régulière avec ténacité dès à présent, et un budget 24 qui prévoit le recrutement de 3800 réservistes, c'est-à-dire sensiblement 10% de plus supplémentaires, donc 3800 réservistes supplémentaires par rapport à 2023. Et si on raisonne non plus en individus, mais en nombre de jours d'activité supplémentaire, là on est sur une hausse de 13%, avec 180 000 jours d'activité supplémentaire. 3 800 individus supplémentaires plus 10%, 180 000 jours d'activité supplémentaire plus 13%. Voilà. Avec en gros un quantum d'activité par réserviste qui passerait de 34 jours et demi à 36 jours en 2024. Et une cible de 43 800 réservistes l'an prochain. Voilà. Presque 200 millions de crédits de rémunération consacrés à ce volet dans le projet de loi de finances. Et pour le coup, pardon, excusez-moi de poser la question maintenant, autant quand un militaire d'active, on n'arrive pas à recruter, il ne peut pas faire de reçu par définition, autant si on augmente le budget des réserves et si toutefois on n'a pas les plus 3800 réservistes, c'est-à-dire que les réservistes existants pourront faire plus de jours d'activité. En tout cas, on a les crédits pour cela. Et ça renvoie à un des aspects que le ministre a de nombreuses fois souligné, et puis que les travaux de préparation de la LPM dans les différents formats ont aussi mis en évidence. C'est-à-dire qu'il faut encore que les conditions de possibilité de l'augmentation de son engagement personnel, individuel et horaire par chaque réserviste soient réunies. Mais en tout cas, il n'y a pas, je dirais, de double clé dans le budget de masse salariale des réservistes. Et donc, pour être un peu vulgaire, la valeur, c'est la multiplication du prix par le volume, hein, c'est-à-dire, et donc à l'intérieur de ce produit au sens multiplication, oui, il y a une grande liberté de manœuvre et de gestion en fonction des conditions de réalisation du budget l'an prochain. Voilà. Il est même arrivé que certaines années, il y a un grand dynamisme sur le budget des réserves et qu'on soit amené en gestion à augmenter l'enveloppe par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances, et d'autres années où on pouvait décider, pour des raisons impérieuses qui tenaient au caractère peut-être contraint d'autres lignes, à réguler nos efforts sur le réservisme pour déplacer C'est une illustration, Monsieur le Président, de l'intérêt, je le dis en passant, d'avoir la masse salariale regroupée sur un seul programme, et d'avoir une gestion qui vraiment... D'abord, le premier impact de la gestion, il ne faut jamais l'oublier, de la masse salariale, c'est quand même de ne pas dépenser plus qu'on a. Je dis ça parce que, d'abord, ça n'a pas toujours été si facile que ça à atteindre comme objectif pour le ministère des Armées. Je parle d'une époque antique. Je veux dire, par exemple, au début de la décennie 2010, sous l'effet de toutes sortes de facteurs, crise Louvois et autres, c'est des centaines de millions qui manquaient tous les ans à la masse salariale. Et puis, sans remonter aussi loin, il y a des ministères civils qui ont eu, au cours de la précédente législature, aussi un certain nombre de difficultés et qui continuent à avoir bon an mal an à tenir dans l'enveloppe. Donc, quand même, la première obligation de ceux qui administrent le personnel et qui gèrent les crédits de masse salariale, c'est quand même de tenir dans l'enveloppe. Et ensuite, c'est d'être en mesure de la saturer aussi, et donc de pouvoir redéployer, de pouvoir tirer profit d'un dynamisme relatif différent de telle ou telle catégorie d'agents, de recrutement. Voilà. Et donc, on fait des bascules d'efforts continuellement pour saturer sans déborder. Voilà, parce que je vous dis ça parce qu'au-delà de la croissance naturelle, j'allais dire, des réservistes liés à la volonté politique, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques de Paris, avec peut-être un recours peut-être un peu plus important aux réservistes. Peut-être, je ne me substitue pas aux autorités qui devront en décider. Et par ailleurs, étant donné que les cibles de recrutement d'actifs ne seront peut-être pas tout à fait réalisées, il y aura une forme de fongibilité sur certaines missions. Oui, j'aurais pas employé le mot fongibilité, mais il y a une liberté de redéploiement. Si c'est bon, oui, mais c'est pareil, c'est synonyme. Oui, absolument. Je confirme ce que vous dites. Amélioration des conditions de vie, un autre levier de la politique RH, qui est particulièrement porté par un objet qui s'est appelé Plan Famille pendant la législature précédente, et qui, comme il convient,
comme dans les séries qui marchent bien. Il y a donc un plan famille 2 qui est doté de 750 millions sur la durée de la LPM et dont une première tranche de 70 millions est prévue au budget 24. Et dans ces 70 millions, 30 millions sont inscrits au programme de 112, avec toute une palette de mesures dont il a déjà été en partie question au cours des derniers jours. L'amélioration de l'accompagnement des conjoints dans la recherche d'emploi, dans l'exercice de leur devoir de parents, autour de la notion de garde d'enfants, alors le renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté de défense, enfin toute une série de leviers, et je le dis d'ailleurs parce que le dialogue syndical ne manque jamais de plaire notre attention là-dessus. Il y a sensiblement 44 mesures dans le plan famille, dont les 2/3, un peu moins 19, bref les 2/3, sont éligibles également au personnel civil, par exemple les crèches. Alors, quelques exemples des réalisations auxquelles les crédits du budget 24 devraient donner lieu. À la construction de 16 nouvelles crèches d'ici 2030 sont prévues. Une amélioration des conditions d'inscription dans l'enseignement du premier degré et en accueil périscolaire. La mise en place d'un réseau social qui s'appelle Famille des Armées, qui est vraiment un projet très important, très emblématique, pour mieux faire connaître l'offre d'accompagnement du ministère et renforcer les liens avec les familles. Donc un plan famille 2 qui traduit le maintien d'une ambition élevée sur ce plan. Voilà, à très grands traits, et au bénéfice de toutes les questions que vous voudrez bien me poser après, ce que contient le projet de loi de finances en matière de politique RH. Alors j'en viens au deuxième facteur de cohérence que j'ai mentionné en introduction, c'est-à-dire la politique immobilière, la manœuvre infrastructure. On a à peu près 2,3 milliards d'autorisations d'engagement dans ce budget pour les crédits d'infrastructure et un petit peu moins en crédit de paiement. Donc ça donne la mesure des affaires nouvelles, des marchés, des contrats, des projets nouveaux qui vont être lancés l'an prochain, avec des illustrations sur tous les plans de la politique infrastructure. Évidemment, pas seulement au programme 212, on en trouvera au programme 178 notamment, qui concourt à l'entraînement et à l'activité des forces, autour plutôt des infrastructures opérationnelles, mais évidemment aussi au profit du programme 146, où là ce sont carrément les infrastructures qui sont connexes aux opérations d'armement, donc en gros les éléments de béton qui vont avec les avions, les bateaux, les chars, pour être ultra schématique. Alors là, si vous le voulez, je peux donner des chiffres, je peux donner des illustrations. Mais le ministre qui a hier fait une revue d'un certain nombre de formations, du 7e génie parachutiste, 5e dragon, a à la fois donné les éléments de capacité et puis les éléments d'infrastructure afférents. Donc je pense que je peux éventuellement me réserver pour les questions. En ce qui concerne les opérations d'infrastructure qui visent à l'amélioration des conditions d'hébergement et conditions du personnel. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est connexe à la politique RH et à l'amélioration de la condition militaire. Donc le plan hébergement, qui est une affaire aussi qui a été lancée par les ministres dans la législature précédente et qui continue de produire des effets importants dans la LPM 24-30, avec presque 1 milliard dans la première phase, si on arrête les compteurs au 31 décembre de cette année. Donc 1 milliard d'opérations lancées depuis 2019 sur le premier plan hébergement, c'est 22 740 places commandées. Bon, c'est vraiment, ça donne la mesure de l'intensité de l'effort. 1 milliard d'opérations d'hébergement depuis le lancement par les ministres en 2019 du plan hébergement. À peu près 500 opérations prises individuellement, la moitié pour l'armée de terre,
28% pour l'armée de l'air, 13% pour la marine et 9% transverse ou interarmée. Pour 2024, c'est 140 millions d'opérations nouvelles qui vont être lancées et encore 147 millions de crédits de paiement qui vont couvrir les opérations en cours. Bon, voilà. Là aussi, je me permets d'insister parce que ces affaires-là ont par le passé connu un peu des mouvements de stop and go. Là, ce qui est assez notable, c'est la continuité de l'effort, c'est-à-dire vraiment le maintien d'un effort. Alors, cet effort, il est d'une intensité qui peut varier un petit peu d'une année sur l'autre. Donc, en 24, de ce point de vue-là, c'est plutôt un léger tassement sur le lancement des affaires nouvelles, mais ça repart un peu plus tard dans la trajectoire de la programmation. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en ordre de grandeur, l'effort 19-24, c'est-à-dire c'est la sixième année consécutive d'efforts sur le thème de l'hébergement, avec cette année la livraison sur la base aéronavale de Hyères d'un nouveau bâtiment de casernement, par exemple, pour 188 lits, ou d'un bâtiment pour 4 célibataires à Rennes de 50 places, ou à Fort-de-France pour 24 places. Voilà. En 24, on va lancer un programme extrêmement lourd sur les internats du Prytanée de la Flèche, à quoi Mme Dargussec, je suis sûr, sera extrêmement sensible compte tenu de l'effort personnel qu'elle a mis sur la question des lycées militaires lorsqu'elle était au ministère. On va lancer la rénovation du quartier Walter à Colmar, 168 places rénovées pour les engagés volontaires du militaire du rang, une affaire à plus de 7 millions. Et puis la création d'une unité d'hébergement passagers et stagiaires à Bruy, à côté de Rennes, à titre d'illustration. Il y a aussi une partie de nos dépenses d'infrastructure qui porte sur ce qu'on appelle les EL, les ensembles d'alimentation et de loisirs, avec toute une série d'opérations, y compris outre-mer, à Nouméa ou à La Réunion, mais aussi à la base navale de Brest. Sur le logement, la grande affaire, et il y a beaucoup d'échanges à ce sujet, mais je me tiens à votre disposition pour qu'on revienne là-dessus. La grande affaire pour le ministère, c'est la montée en puissance du dispositif de gestion, de rénovation et de développement des logements domaniaux du ministère sous la forme de la concession qui a été passée avec un consortium qui s'appelle Ambition Logement, hein, et qui commence très vigoureusement à mobiliser des ressources, puisque on donne sur l'année 24, on alimente le concessionnaire pour qu'il lance les opérations nouvelles. On pose une première pierre la semaine prochaine à Satori, à la rénovation du quartier Fèche. Beaucoup de choses qui démarrent. Et on avait l'ambition, avec cette concession, de fournir un effort plutôt plus intense en début de période. Qu'est-ce que c'est qu'un effort plutôt plus intense? C'est-à-dire attaquer très vite les constructions neuves, les rénovations profondes, pour les mettre aussi vite que possible à la disposition des ressortissants, et donc avoir un effet de jouvence sur le parc le plus tôt possible. Voilà. Donc ça suppose un effort budgétaire, parce qu'il faut que le concessionnaire soit en mesure de mobiliser les ressources, mais compte tenu de la durée de la concession, ça veut dire que plus tôt ces logements nouveaux ou rénovés sont dans le parc, et plus tôt ils commencent à produire tous les effets positifs qu'on en attend pour les ressortissants. Monsieur Bayou hier a parlé de transition écologique. Le ministre a donné un certain nombre d'illustrations de ce que ce projet de budget fait ou se propose de faire en matière énergétique, en matière d'eau, et je pourrais aussi, si ça vous intéresse, revenir dessus. Je vais aller très vite maintenant sur les questions de transformation, parce que je pense qu'on pourra en faire la matière de nos échanges. Je ne vais pas vous donner la liste des grands programmes numériques qui sont en phase active ou qui sont même lancés l'année prochaine. Ils portent tous des très jolis noms: Sparta, CRS, Esprit, Rock. Il y a pas mal d'anglais, donc voilà, nous vivons sous l'impératif de Move to Cloud. Enfin bon, voilà. Le ministère consacre des ressources importantes à rester dans la dynamique de la transformation numérique, qui est une course qui a plutôt tendance à accélérer en rythme.
Je passe maintenant au tout dernier sujet, le renforcement de nos forces morales et la résilience de la nation, les crédits du programme 169. Madame Miralles a présenté le plan blessé il y a quelques semaines. Elle a parlé du dispositif des maisons Athos en particulier. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais je dirais que ce plan BC, c'est vraiment un effort de mise en cohérence, d'approche, pardon pour le mot, mais disons holistique ou consolidée de la blessure, en particulier de la blessure psychique, de prendre le blessé, son environnement familial, professionnel, l'ensemble des problèmes de vie, des problèmes de nature de santé stricto sensu, de problèmes sociaux, de problèmes économiques, sur la totalité de sa trajectoire. Donc c'est un plan d'une très grande ambition et auquel nous consacrons beaucoup d'efforts, y compris des efforts d'organisation, parce qu'il suppose de mettre énormément de parties prenantes à l'intérieur même du ministère au travail ensemble de façon cohérente pour que la conjonction de ces efforts soit productrice de valeur. Voilà. Ce ministère, il est très distribué, il est très complet, et donc les manœuvres d'ensemble ne sont jamais triviales parce que ça suppose des efforts très vigoureux de synthèse et de convergence d'un grand nombre d'acteurs. Il y a dans le budget un certain nombre de lignes emblématiques, en particulier le droit à réparation en faveur des harkis et de leurs familles, avec une augmentation des ressources qui sont consacrées en cohérence avec les nouveaux critères d'éligibilité à ce dispositif voulu par le président de la République, les nouveaux critères qui sont contenus dans un décret qui a paru ou qui va paraître, qui a paru, je crois. Et donc, de ce point de vue-là, continuité dans l'effort et rechargement des enveloppes budgétaires qui y sont consacrées. Je crois qu'il y a dans votre commission beaucoup d'intérêt pour les musées, et je me propose, si vous le souhaitez, de répondre à des questions qui pourraient venir sur ce plan. Et puis, il y a la question de la jeunesse, avec le redémarrage de cette ligne en termes budgétaires qui augmente de 8% en 2024, autour de la promotion des métiers de la défense, de la transmission de la culture de la défense et de la citoyenneté, et puis aussi des efforts faits sur le dispositif de la journée défense et citoyenneté, avec plus de 22 millions qui devraient y être consacrés, et une annuité historiquement très élevée l'an prochain, plus de 800 000 jeunes d'après les anticipations démographiques concernées. Et pour ce qui concerne le module Journée Défense Mémoire du SNU, pareil, une ambition très forte dont Madame Thévenot ne cesse de parler ces derniers jours, de doublement à 82 000 de jeunes dans le dispositif SNU phase de cohésion où le ministère contribue par le biais de la JDM. Voilà. J'aurai aussi des choses à vous dire sur les apprentis, si vous le souhaitez, y compris les apprentis militaires, qui sont une innovation introduite par la loi de programmation militaire. Et avec ces derniers éléments, je conclus ma présentation liminaire. Je me mets à votre disposition. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Et on espère que sur les apprentis militaires également, l'éligibilité à la taxe d'apprentissage pourrait être un facteur de financement supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait passer un amendement dans ce sens-là. Et j'espère donc que les établissements d'enseignement militaire pourront aussi aller prospecter les entreprises de leur secteur pour bénéficier du fléchage d'une partie de la taxe d'apprentissage. Voilà, nous allons maintenant prendre les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Michèle Martinez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Cela est dit et répété, la fidélisation des effectifs est essentielle pour assurer la continuité des missions de nos armées. Les deux plans famille ont dans cette veine montré l'importance des conditions de vie au quotidien et d'une meilleure prise en compte des militaires, afin de contribuer à assurer leur maintien sous les drapeaux. Dans ce domaine, la problématique du logement pour nos militaires n'est pas nouvelle. Le manque de logement, la vétusté, voire l'insalubrité de ces derniers ne font pas honneur aux hommes et aux femmes qui se battent pour notre pays. Un exemple récent, la semaine dernière, l'évacuation d'un immeuble de la cité Baïane à Istres, principalement occupé par des militaires et leurs familles, suite à l'apparition de fissures au travers desquelles un bras pouvait passer.
Il a également été relevé une forte présence d'amiante et de moisissures liées à un taux d'humidité élevé. Cet immeuble appartient au bailleur social CDC Habitat, comme beaucoup d'autres immeubles dans lesquels certains de nos militaires sont logés. J'aimerais donc savoir quel est le degré d'implication du ministère dans le suivi de l'évolution des logements proposés par les bailleurs sociaux. Quelles règles d'assainissement ou de remise aux normes sont données aux bailleurs? Monsieur le secrétaire général, ce n'est pas parce que nos militaires sont astreints à la plus grande réserve que ce genre de dossier est acceptable. Si la rigueur de la vie en opération est une chose, la vie des militaires et de leurs familles sur notre territoire en est une autre. La fin des OPEX est l'occasion d'accélérer sur cette question du logement. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Muriel Legros. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la loi de programmation militaire 2024-2030 contient 13,3 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires qui n'étaient pas comprises dans les crédits défense. À l'occasion de nos débats en séance, le ministre des Armées a détaillé la ventilation de ces ressources. Il avait notamment évoqué pour 2024 1,7 milliard d'euros de cessions patrimoniales du ministère, ainsi que des rétrocessions issues des cessions de matériel à l'Ukraine et des ajustements budgétaires interministériels. Pouvez-vous confirmer ces trois ressources? Pouvez-vous confirmer le montant de 1,7 milliard d'euros? Enfin, pouvez-vous détailler les chiffres des ressources supplémentaires pour 2024? En parallèle, la question des ressources humaines et par ricochet de l'attractivité et de la fidélisation reste prépondérante au sein du ministère. Notre groupe prend ainsi acte de l'écart de 35% entre les prévisions de TP inscrites dans la LPM et celles prévues dans le PLF 2024-2030. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur les fléchages de ces ETP, particulièrement sur les prévisions en matière de taux de recrutement de civils et de militaires au sein des services de renseignement du ministère des Armées et notamment la DGSE? Notre groupe parlementaire prend également acte de la forte concurrence de certains corps de métier. On pourrait notamment citer cyber ainsi que les ingénieurs. Comment ramener vers le ministère des Armées de précieux cerveaux pour préparer les armées aux défis d'aujourd'hui et aux ruptures de demain? Une des pistes de réponse au problème de l'attractivité et de la fidélisation est l'investissement, notamment dans 474 millions d'euros de mesures catégorielles pour 2024, consacrées au renforcement de la fidélisation, de l'expertise et de l'adaptabilité de l'ensemble des agents du ministère. Comment ces 474 millions seront-ils fléchés? Combien seront consacrés à une hausse de la grille indiciaire? Finalement, pouvez-vous préciser en quoi consistent ces mesures d'adaptabilité? Merci. Merci beaucoup pour la question. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thériault et ensuite je proposerai au monsieur le secrétaire général de répondre déjà à ces trois questions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez évoqué le terme d'approche holistique de la blessure. Votre présentation, pour moi, était un peu une approche impressionniste des budgets du ministère. Je pense vraiment que ça ne serait pas inintéressant, lorsque vous reviendrez, que nous ayons quelques PowerPoint ou quelques éléments pour avoir une vision d'ensemble. Parce que ce sont effectivement des points, mais je pense que ça aurait un véritable intérêt d'avoir une vision d'ensemble. Trois questions. Premièrement, par rapport à ce que vous jugeriez souhaitable de faire, qu'est-ce que vous regrettez dans le budget 2024 de ne pas pouvoir faire? Première question. Deuxième question, vous évoquez, en ce concernant la gestion de la masse salariale, l'objectif de ne pas tout dépenser, c'est tout à fait classique. J'ai été président du département de Seine-et-Marne, je sais ce que c'est que le pilotage en gestion, mais je voudrais savoir quels sont les objectifs précis que vous avez en la matière et où est-ce que vous gardez du gras et dans quels objectifs. Enfin, vous avez évoqué le sujet des musées militaires, donc je souhaiterais avoir un point d'avancement sur la réflexion qui peut exister sur le musée du cheval militaire de Fontainebleau, où on a un vrai sujet à Fontainebleau, avec le manège Sénarmont qui doit être remis en état, avec une relation à affiner. Je ne sais pas exactement où on en est entre l'établissement public du domaine de Fontainebleau et les emprises militaires. Donc je souhaiterais savoir où en est la réflexion, quels sont les projets et comment cela peut avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Madame Martinez, sur la question du logement,
vous faites plutôt une focalisation sur la partie de cette politique qui ne mobilise pas les logements domaniaux, donc propriété de l'État, mais plutôt ce qui donne lieu à des conventions de réservation chez les bailleurs, et en particulier les bailleurs sociaux. Et vous, je pense, faites référence à un événement à Istres qui plutôt à voir avec un de ces bailleurs. Hein. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un logement domanial, celui dont vous avez parlé. Alors, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans mon propos. Peut-être que je pourrais préciser si vous le souhaitez. Mais les logements domaniaux, c'est l'axe d'effort et c'est nouveau, hein, parce que pendant la période qui a précédé la mise au point de cette concession sur la gestion et la rénovation des logements domaniaux, justement, on avait plutôt une politique, sinon malthusienne, en tout cas, de non-développement de ce parc et extrêmement, finalement, restreinte quant à sa rénovation. Vraiment, il y a un parti stratégique qui a été pris qui consiste à mettre beaucoup de ressources sur le logement domaniaux. Mais évidemment, ça peut pas suffire à fournir à l'ensemble des ressortissants du ministère des Armées les ressources nécessaires à la politique de logement à laquelle nous sommes tenus par les textes et par les ambitions de notre politique sociale. Alors, évidemment, les 22 000 logements, sensiblement, qui sont concernés par ces conventions de réservation, dont une partie, mais pas la totalité, est dans du parc social, nous y attachons beaucoup d'attention, nous les gérons, mais nous les gérons à l'intérieur d'un cadre qui est celui du droit commun. C'est-à-dire que les règles en matière de salubrité, toutes les obligations qui pèsent sur le bailleur, elles pèsent évidemment sur les bailleurs auxquels le ministère a recours. Et donc la qualité, l'intensité du dialogue, en particulier avec les bailleurs sociaux, dépend des conditions locales et des événements ou des situations dont les représentants des services chargés du logement du ministère ont connaissance. Alors, bien sûr, la situation générale de ce parc ne va pas être complètement évacuée du débat. Je veux dire, nous logeons les personnels militaires dans le parc de logement locatif tel qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a une politique, une approche qui est qualitative. Évidemment, nous sommes portés à sélectionner, mais nous sommes également soumis aux conditions locales du marché du logement. Et par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, nous savons bien qu'on a plutôt affaire à un marché en tension. Et donc les termes de l'échange ou le rapport de force sur ce marché ne sont pas nécessairement toujours favorables à une entité telle que le Minarme, qui a pourtant beaucoup de ressources à consacrer à ces réservations. Donc voilà, nous mettons beaucoup de soin à structurer un dialogue entre ce qu'on appelle les établissements territoriaux du logement, qui forment le réseau des services déconcentrés de la direction immobilière du ministère, l'ensemble des bailleurs dans lesquels nous réservons des logements, en particulier les bailleurs sociaux. Mais voilà, c'est l'objet d'une attention permanente et vraiment d'un processus d'amélioration en continu de nos relations avec ces bailleurs. Alors, Madame Legros, sur les ressources extra-budgétaires qui ont été longuement discutées pendant la LPM, il n'y a pas d'éléments nouveaux au moment du PLF. Je veux dire, rien qui ne nous conduise à infirmer le scénario ou la combinaison d'hypothèses de ressources extra-budgétaires sur la LPM telles qu'on les trouve à l'article 4 de la loi. Sur les sujets Ukraine, il y a évidemment un rendez-vous. Il y aura un rendez-vous en gestion 24 en fonction de la dynamique propre des différents dispositifs qui concourent à l'Ukraine. Et c'est un sujet qui, à ce stade, aujourd'hui, là, n'a absolument pas été modifié par rapport aux hypothèses de programmation.
Je dirais la même chose pour ce qui concerne les concepts qui ont donné lieu à pas mal de discussions devant vous, autour de la marge frictionnelle, autour de la gestion d'une trajectoire, non pas de ressources budgétaires, mais aussi de report de charges. Là-dessus, le cadrage macroéconomique de la période 24-30 pour la défense est resté inchangé depuis les débats du printemps et de l'été. Je vous rappelle quand même que l'idée, c'est de faire jouer le report de charge un peu comme on peut faire jouer un découvert autorisé sur un compte courant, c'est-à-dire qu'il a un effet contracyclique, c'est-à-dire que lorsque il y a ponctuellement un besoin de paiement qui est supérieur à ce qui était anticipé, plutôt que d'avoir une régulation strictement arithmétique et qui devrait conduire à rester dans une enveloppe fermée et donc à écraser d'autres lignes pour pouvoir faire face à ce besoin de paiement, eh bien, on fait jouer ce stabilisateur et on laisse filer un peu le découvert. Et à l'inverse, lorsqu'il y a plutôt des événements qui ont un effet de minoration du besoin de paiement, eh bien, c'est l'occasion de combler ou en tout cas de réduire le niveau de ce report de charge. Donc non, il n'y a absolument aucun élément de renouvellement des termes de l'équation ressources extra-budgétaires sur la LPM et notamment sur la première annuité 24. Alors, sur les effectifs, les indications thématiques, les spécialités, les employeurs tels qu'ils ont été exposés au moment du bouclage de la LPM sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Enfin, je veux dire, on n'a pas changé de vue sur les besoins qui sont à satisfaire pour atteindre un modèle d'armée cohérent. L'élément, alors évidemment, vous l'exprimez en pourcentage, 700, 400, moins 35, évidemment, il y a un côté très spectaculaire, mais rapporté à 2800 emplois dans le plafond ministériel d'emploi autorisé par le Parlement. Vous voyez, par rapport à un turnover de 28 000. Donc, vous voyez, 700, 400, 28 000, 268 000. Donc, je veux dire, il faut quand même remettre les ordres de grandeur en perspective. Et de ce point de vue-là, qu'il s'agisse alors des emplois consacrés à la dissuasion, qu'il s'agisse de la cyberdéfense, qu'il s'agisse du renseignement, il y a toute une série. Alors, je ne sais pas s'il faut les donner, si on les a en lecture directe dans le bleu budgétaire. Je pense pas. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de vous fournir une ventilation fine par employeur et à l'unité près de notre plan de recrutement, de notre plan RH pour l'année prochaine. Et il est évident que ce qui ne viendra pas par des recrutements nets supplémentaires, donc c'est-à-dire l'écart entre les 700 et les 400, eh bien nous allons le rechercher par des bascules d'efforts et déploiements entre employeurs ou gestionnaires de personnel, ce qui n'a jamais cessé de se produire année après année. Voilà. Donc, évidemment, il y a un temps du raisonnement où on distribue les différents plafonds, le plafond ministériel, le flux annuel autorisé par le budget entre métiers, entre employeurs. Et puis ensuite, il y a toute la dynamique de la gestion qui est là pour atterrir. Ce qui me mène directement aux questions soulevées par M. Thirieux, et je regrette peut-être d'avoir été trop peu précis, ou peut-être même d'avoir dit des choses qui n'étaient pas ce que je voulais dire. Non, on ne gère pas la masse salariale pour ne pas tout dépenser. J'ai dit qu'on est soumis à un double impératif dont les termes sont normalement cohérents l'un avec l'autre, même si c'est compliqué. C'est-à-dire il faut tout dépenser, donc il faut saturer, mais ne pas déborder. Voilà. Donc là-dessus, voilà les résultats de gestion. C'est une réponse qui me rassure, mais ce n'est pas les termes que vous avez employés. Donc. Ah pardon, alors écoutez... Vous aviez dit exactement l'objectif est de ne pas tout dépenser. Ok, alors les paroles sont importantes. Il faut regarder loi de règlement après loi de règlement, le solde des crédits sans emploi sur la masse salariale, et vous verrez qu'on est en dessous du millier d'euros. Donc ça veut dire qu'on est au-dessous de l'euro, mais ça il ne faut pas le dire parce que c'est suspect. C'est-à-dire qu'en fait, on sature, on ne déborde pas. J'ai commencé par un petit propos méthodologique sur l'idée que quand même le premier impératif avec des crédits limitatifs, c'était de rester dans l'enveloppe. Mais rester dans l'enveloppe, dans mon esprit, ça veut dire saturer l'enveloppe. Voilà. Et c'est ce à quoi tout le système œuvre. Voilà. Alors, sur les musées militaires, et en particulier sur le musée du cheval, là, je vais vous dire, M. Thirieux, je suis absolument sec.
Donc, et j'en suis vraiment absolument désolé. Mais alors vraiment... Si, c'est un musée national qui se trouve dans le manège Sénarmont de Fontainebleau, qui est fermé depuis 4 ans, où il y a un plan de réhabilitation et avec un sujet, avec l'établissement public du château de Fontainebleau. Ma question n'était absolument pas piège, je ne savais pas dans ma circo. Donc je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un sujet... Je crois que c'est même pas dans mon programme. Non, mais je vais vous dire... Ça doit être un musée que l'armée de terre, comme l'a dit Madame Dariussec, qui connaît mieux ces sujets que personne, c'est pas un musée national. Donc en fait, c'est comme le musée des traditions et troupes de marine, ça c'est l'armée de terre en l'espèce qui doit s'en occuper. Et j'avoue que depuis mon bureau, on n'en entend pas parler. Mais je prends néanmoins l'engagement de piocher le sujet, de vous faire passer... Parce que vous ne gérez que les musées nationaux. Alors, Affirmatif. Et donc les musées d'armes, ils sont gérés par qui? Directement par les MAT? Le musée d'armes, oui, par le MAT, oui. D'accord, donc sans regard du SGA. Enfin non, mais ma question n'a rien de piégeux. Le tout, c'est que j'essaye Je suis certain que votre question n'a rien de piégeux, mais éventuellement ma réponse pourrait m'auto-piéger. Donc je réfléchis. Mais non, je ne crois pas. Bon, ok, on en reparlera. Alors néanmoins, sur les musées nationaux, l'année 24 va être une année intéressante parce que les dotations, en particulier la subvention pour charges d'investissement, sont importantes l'année prochaine. Alors d'abord, cette année, on va livrer le nouveau musée de la Marine. Donc c'est quand même un événement absolument majeur, là aussi. Faisons pause pendant une fraction de seconde et voilà, enfin, faut faire attention parce que c'est normalement pour le mois de novembre, donc c'est vraiment imminent. Le chantier est en train de se terminer. Bon, c'est une œuvre absolument colossale. On aura dépensé 100 millions pour refaire ce musée qui va être une splendeur, qui va être mieux qu'à l'état de l'art international de ce qu'est un musée de la mer. Donc c'est vraiment un magnifique objet dont on va pouvoir tous retirer une très grande fierté. Vraiment, c'est une affaire qui se dénoue. Je vous regarde, donc voilà, c'est une superbe affaire. Le musée de l'air et de l'espace au Bourget continue aussi un programme extrêmement intéressant, stimulant de rénovation avec des jalons importants l'année prochaine. Je suis impressionniste, mais parce que je ne vais pas faire la litanie des chiffres, Monsieur Tirole. Si vous voulez, je peux dire des chiffres, mais tout ça est dans le bleu. Alors le bleu, il est vrai, Bercy l'a mis en ligne qu'hier, je crois, mais ça ne change pas grand-chose. Avant minuit. Avant minuit, conformément à la LOLF qui précise que c'est le premier mardi du mois d'octobre. Mais ça, c'est ce qui vous trompe. Vous voyez qu'il y a des limites, mais non. En vrai, de 23h50, c'était hier. Voilà. Mais de toute façon, c'est Bercy qui l'a fait. Bon, voilà. On va vous donner des chiffres, mais déjà, il y en aura beaucoup. Et je pense que ça s'améliore d'une année à l'autre, la présentation des bleus budgétaires. Donc, on doit même avoir en lecture directe des informations par établissement significatif qui en elle-même part. C'est pour ça que j'ai déjà fait 30 minutes sur ma présentation lumière. Voilà. Sur le musée du cheval, j'ai répondu. Sur la ventilation fine, oui, sur le personnel civil, Madame Legros, c'était très intéressant votre question. Et je voulais vous rassurer pour dire que on a à peu près 5000 emplois civils qui sont à pourvoir cette année. Donc, comme le ministre le dit, à 60 et quelques mille civils dans le ministère des Armées, nous sommes un très important ministère employeur de personnel civil. Il n'y a pas de format RH, il n'y a pas de cohérence du modèle d'armée ou, pour le dire autrement, du dispositif de défense sans les civils. Voilà, ces civils sont employés aux 2/3 par des employeurs relevant des états-majors, donc on dirait des employeurs militaires, mais c'est vraiment une contribution décisive, y compris sur des nouvelles spécialités, cyber ou renseignement, un peu moins nouvelles, où traditionnellement on pouvait avoir une proportion plutôt plus élevée de militaires. Et donc, je ne dis pas que les proportions s'inversent, mais en tendance, la part des civils a tendance à augmenter. Voilà, donc vraiment, les personnels civils, une catégorie que nous avons particulièrement à cœur de prendre en considération. Eh bien, je vous les fournirai, si vous voulez bien, par le même canal que les chiffres concernant les autres employeurs ou les autres spécialités. Savin Jean-Louis, vous avez eu, chers collègues, la réponse à toutes vos questions. Pour le groupe démocrate, la parole est à Geneviève Dariussec.
Bien, merci Monsieur le Président. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, beaucoup de questions ont déjà été posées, et particulièrement des sujets sur lesquels je voulais intervenir. Mais je veux dans un premier temps remercier Monsieur le Secrétaire Général de se prêter à cet exercice, et puis à travers lui remercier toutes les directions qui œuvrent à ses côtés et qui assurent, vous assurez tous le bon fonctionnement du ministère. Et dans des missions essentielles, bien sûr, que ce soit les finances, les RH, les services d'infrastructure de la défense, les services jeunesse, la DCNJ et la DMCA. Et à travers vous, remercier aussi, parce qu'on a beaucoup parlé vient de parler des personnels civils, mais je voulais remercier tous les personnels civils. On a beaucoup parlé des militaires, bien sûr, dans les auditions précédentes, et faire un focus sur les civils. Et j'avais notamment, compte d'une question à laquelle vous avez un petit peu répondu, mais peut-être pas complètement, dans le contexte de l'emploi actuel, je parle au niveau national, bien entendu, puisque les armées ne peuvent pas être vivent dans le pays et dans la nation et avec ces sujets. Dans le contexte de l'emploi actuel, avec un chômage qui est bas, avez-vous vraiment des difficultés de recrutement dans les compétences que vous souhaitez? Mais je sais bien que quand on n'a pas les compétences, vous assurez souvent des formations pour mettre les gens dans les compétences qui sont nécessaires. Mais avez-vous des difficultés de recrutement et de fidélisation? Je parle pour les civils de la défense. Qui ont un rôle important dans tous les services, toutes les unités, et qui sont essentiels au fonctionnement du ministère. Deuxième chose, le service infrastructure de la défense, qui est en définitive un service qui a vu ses budgets exploser ces dernières années, avec beaucoup de missions à accomplir, et qui les accomplit avec beaucoup d'engagement et de volontarisme. Nous avons aujourd'hui, dans toutes les France entière, des sujets d'inflation, de cherté des matériaux, enfin toutes choses, et notamment dans la construction, puisque c'est un sujet assez récurrent qui revient à nous. J'imagine que cela doit impacter également les programmes. Donc, est-ce que dans les programmes, par exemple, d'hébergement, où nous avons cette volonté importante, vous l'avez dit, 1 milliard d'euros depuis 5 ans qui ont été mis en œuvre, mais est-ce que le fait de l'inflation pourrait entraîner, en fait, est-ce qu'on doit être obligé de faire moins avec autant d'argent? Voilà, en gros, ou est-ce que il y a des besoins budgétaires complémentaires? Le plan Ambition Logement, vous en avez parlé. Moi, je souhaiterais simplement savoir s'il se déroule dans les délais prévus et si le contrat est respecté, parce que je crois que c'est ça qui est important. Ça a été un contrat très lourd à mettre, à finaliser, à écrire, à signifier dans les bonnes lignes et les bons cadres. Et donc, voilà, il est important de savoir si ce contrat, là aussi, il y a de la construction, il y a de la rénovation. Est-ce qu'il y a, bien sûr, des surcoûts liés à ces travaux et qui généreraient des amendements à ce contrat et à cette convention qui a été passée? Je crois que c'est important que nous suivions tout cela avec attention. Enfin, deux choses. J'ai largement dépassé mon temps de parole, je crois, mais vous m'en voulez pas, Monsieur le Président, on est entre nous. Je vous remercie d'avoir parlé des lycées, du lycée de la Flèche. C'est vrai que le plan lycée, c'était, bon, quand je l'ai laissé 120 millions d'euros sur la table, c'est peut-être plus aujourd'hui. Je veux redire que ce sont des établissements d'excellence qui méritent toute notre attention. Ils ont une offre, et c'est une offre essentielle pour les familles de militaires ou de civils de la défense, mais pas que, c'est aussi des possibilités de continuer de développer des formations pour nos armées, avec le déploiement des BTS en particulier, où on peut former des jeunes dans des compétences importante pour nos armées. Il y avait notamment un BTS cybersécurité qui avait été mis en œuvre, je crois, à la Flèche, non, à Saint-Cyr, pardon, et qui mérite vraiment, et je crois ça mérite vraiment qu'on continue dans cette voie-là, parce que c'est important pour les compétences dans notre domaine. Et enfin, les musées nationaux, là aussi,
Cette politique culturelle, elle est importante à porter. C'est une magnifique vitrine pour notre ministère, mais c'est notre patrimoine commun français et il est essentiel pour le lien armée-nation. Alors, des gros engagements pour le musée de la Marine. Je suis contente d'apprendre qu'il va ouvrir bientôt. Et il y avait aussi des besoins pour le musée de l'armée, de l'armée aux Invalides, mais également des choses plus modulées dans le temps pour le musée de l'air et de l'espace. Donc, j'ai pas su, parce que, excusez-moi, mais j'ai pas lu le bleu cette nuit. Effectivement, j'ai entre des séances qui se terminent à minuit et des auditions qui démarrent à 9h, écoutez, voilà, on essaie de dormir un peu. Donc, j'ai pas vu le bleu. Je ne sais pas combien se monte le budget qui est consacré à cette politique culturelle et savoir peut-être enfin où en sont les projets du service historique de la Défense, qui est aussi quelque chose que nous avons à préserver absolument. Désolée d'avoir été aussi longue. Merci, mais on peut en profiter pour densifier un peu nos questions. Vous voulez déjà répondre là Allez, monsieur le secrétaire général. Madame la ministre, je veux bien revenir sur les civils, donner peut-être plus de chiffres. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5000 emplois civils à pourvoir, dont 888 nouveaux. C'est-à-dire la différence, c'est le juste effet des départs et donc d'avoir à pourvoir des emplois qui sont devenus vacants. Mais il y a vraiment 888 emplois en schéma d'emploi 23 qui sont à pourvoir et on va y arriver. C'est quand même pas la même note d'ambiance que sur le personnel militaire. Voilà. Alors je peux donner maintenant des illustrations un peu plus qualitatives. Aujourd'hui, sur les 61 500, disons 62 000 personnels civils, il y a 38 000 fonctionnaires, il y a 13 000 contractuels et il y a à peu près 12 000 ouvriers d'État. La tendance, c'est que on a, sur la dernière période de référence, recruté davantage de contractuels que de fonctionnaires. Alors, je voudrais donner des éléments un peu froids et qui ne soient pas chargés, je dirais, idéologiquement. Il y a certes ce que la loi, les textes rendent possible, voire encouragent en matière de transformation de l'emploi public, en particulier la loi de 19. Mais le fait social, en quelque sorte, on ne peut pas dire sociologique ou sociétal, c'est que dans la jeunesse, qui est quand même le vivier, la strate, où assez intuitivement nous cherchons par priorité à recruter, nous constatons une forme d'indifférence à la question des statuts. Voire, ce qui est peut-être encore plus difficile à concevoir ou contre-intuitif, voire presque une aversion à l'État, à la condition de fonctionnaire. Donc, évidemment, nous sommes en France, enfin, donc tout ça, c'est quand même un renversement des tendances, je dirais, culturelles. Enfin, les jeunes que nous cherchons à attirer à nous, l'argument du statut est vraiment, vous pouvez me croire sur parole, on peut, si vous voulez, engager une discussion plus détaillée, des éléments, enfin, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'argument du statut est un argument presque contre-productif. Voilà. L'idée que la mission est pour une durée déterminée n'est pas du tout perçue comme quelque chose de négatif. Pas du tout. Voilà. Mais par ailleurs, quand dans certaines spécialités professionnelles, en particulier techniques, en particulier critiques pour ce qui concerne le maintien en condition des matériels, où on trouve beaucoup d'ouvriers d'État, là, je veux dire, nous avons une politique, je dirais, qui cherche l'utilité du ministère. Et donc, nous recrutons dans les spécialités, les 21 spécialités professionnelles des ouvriers d'État, nous recrutons. Donc, il n'y a pas de parti pris de type idéologique. Il y a une approche, je dirais, pragmatique qui fait d'abord partir notre manœuvre de recrutement, notre manœuvrage de nos besoins,
qui prend acte de ce que nous comprenons de l'état du marché, des tendances sur ce marché, et qui s'efforce dans ces conditions-là, dans ce cadre, de faire venir à nous et ensuite de fidéliser les ressources humaines dont nous avons besoin. Donc on développe des sujets tels que la marque employeur, civil de la défense, le ministre ne manque pas, le DRHMD, le DRH ministériel, moi-même, enfin tous ceux qui peuvent installer l'idée que les civils ont une contribution, qui n'est pas une idée neuve, mais de renouveler, réitérer l'expression de l'idée que les civils ont une contribution importante, une contribution décisive, y compris dans leur enseignement, y compris dans les métiers de la cyber, c'est vraiment l'objet d'une démarche vraiment systématique. Voilà, on en tire des conséquences, y compris sur le plan salarial. 20 millions de mesures catégorielles pour le personnel civil, 35 en 23, encore 36. Tout ça, c'est incrémental en 23. Donc, en 24, pardon. 20, 35, 36. Voilà. Les agents contractuels, eh bien, il faut aussi financer dans les budgets qui se suivent de quoi faire en quelque sorte une progression de carrière, donc de quoi financer des avenants pour augmenter leur rémunération, parce qu'en revanche, là, s'il y a une chose qui ne disparaît pas complètement du champ mental, c'est la question de la rémunération. Et donc, nous nous trouvons maintenant, compte tenu de la masse critique atteinte par les personnels contractuels dans la totalité de nos agents, à devoir financer chaque année une mesure significative, qu'on appellerait de GVT si on était chez les fonctionnaires, mais peu importe, on voit bien, une mesure budgétaire qui permette de prendre acte et d'accompagner la progression, le développement de carrière des collaborateurs qui sont contractuels. Voilà, donc on consacre beaucoup de soins. Madame Darrieussecq, vous avez fait référence au lycée militaire et aux formations, ce qui n'est pas toujours très intuitif, y compris de techniciens supérieurs. On est plutôt dans une phase de réflexion, mais qui va déboucher pour développer cette offre de formation. Donc il n'y a pas que des prépas post-bac, il n'y a pas que des prépas pour les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles d'officiers. Le champ couvert est plus vaste et notre intention est plutôt de continuer à l'étendre. Pardon, je peux vous poser une question de méthode simplement, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Les décisions prises au sein du ministère de la fonction publique ont un impact direct sur la rémunération des agents civils, des personnels civils du ministère des Armées, voire aussi par ricochet sur les personnels militaires, absolument, par un principe, par les grilles. Oui. Et inversement, les décisions du ministère des Armées, qui est chef de file en matière de conditions militaires, peuvent-elles impacter les soldes des gendarmes, ou cela est-il totalement déconnecté? Question de méthode. Bon, alors là, je commence à m'approcher, sinon d'un précipice, en tout cas d'une limite à mon champ d'attribution. Mais oui, il y a évidemment des effets reconventionnels possibles. Mais enfin, en général, c'est plutôt le dynamisme sur le champ gendarmerie. Oui, sur le champ gendarmerie qui a un contre-coup qu'il faut accommoder sur les militaires du ministère des Armées. Et donc, pour les personnels civils, leur rémunération est directement liée à des discussions faites au niveau de la fonction publique, notamment sur les indices. La politique salariale des fonctionnaires, c'est l'affaire du ministère de M. Guérini. Y compris ceux qui sont au ministère des Armées. Absolument. Ça, ceux qui sont fonctionnaires, oui, la valeur du point, elle est déterminée dans un exercice, ce qu'on appelle le rendez-vous salarial du deuxième trimestre 2023, qui a visé les bas salaires, les personnels au SMIC ou les fonctionnaires pour ce qui concerne la valeur du point ou d'autres mesures. Tout cela est d'application générale. En revanche, chaque ministère employeur de ses agents contractuels a une forme d'autonomie et est renvoyé à sa politique financière et donc au choix qu'il fait de consacrer plus ou moins de ressources à l'intérieur de ses enveloppes à l'entretien, je dirais, de cette attractivité relative des agents sous contrat. On voit qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Enfin, on recrute des cadres supérieurs, on recrute des cadres en début de carrière, sous contrat, et des gens qui restent, des gens qui passent d'un ministère à l'autre, des collaborateurs qui quittent le service public et puis qui éventuellement y reviennent. Il y a vraiment une multiplication des cas de figure, pour ne pas dire des cas d'usage. Enfin, le tableau est beaucoup plus pixelisé
qui ne pouvaient être encore il y a 6, 7 ou 8 ans. Voilà, ça, c'est quand même un phénomène. Et donc, nous sommes en situation de devoir accommoder cette réalité, encore une fois, du marché de l'emploi. Alors, Madame la Ministre, vous m'interrogez sur le SID. Est-ce qu'on peut faire moins ou est-ce qu'on doit faire moins avec autant? Eh bien, je dirais oui, mais d'abord, la vérité en économie, pardon, ça a l'air un peu pompeux, mais la vérité en économie, c'est le cycle. Donc, il y a des points hauts, on monte parfois, et puis après, ça redescend. Ce que je veux dire, c'est que l'inflation, elle n'est pas perpétuelle. Et il y a déjà, par rapport aux conditions dans lesquelles on raisonnait au début de l'année, et donc notamment au moment du bouclage de la LPM, la question de l'inflation et de la couverture de l'inflation par les enveloppes de LPM, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est, les indices précurseurs, qui est en train de se passer et qui annonce un retournement sur certaines catégories de facteurs. Hein. Bon. Donc, je crois que sur l'exemple du plan d'hébergement, l'effet inflation sur grosso modo les 150 ou 160 millions de paiements qu'on aura fait en 23 sur ce plan d'hébergement, c'est à peu près une quinzaine de millions. Donc ça n'est pas rien. Donc ça oblige effectivement à accommoder à l'intérieur de cette enveloppe un effet prix qui, à valeur inchangée, comprime l'effet volume, donc c'est-à-dire le physique livré. Mais voilà. Et puis il faut se mettre sur l'horizon temporel qui est celui de la programmation militaire. Le plan hébergement lancé par vous en 2019, c'était dans un contexte où les anticipations d'évolution du coût des facteurs étaient à la baisse. On était quand même dans une période de très grande maîtrise des coûts des facteurs. Donc on a connu depuis 12-18 mois une période à la fois où il y avait de l'inflation réelle et puis il y avait de l'anticipation d'inflation. Et puis là, ce qu'on est en train de constater, c'est plutôt une stabilisation et le début d'un retournement. Et c'est vraiment concret sur des chantiers ou des projets très emblématiques du grand ministère de la Défense, où on a ouvert des plis, où on a eu des dialogues compétitifs et où on voit que la période vraiment d'aversion au risque et où les prix étaient vraiment inflatés d'hypothèses extrêmement défavorables sur l'évolution du coût des facteurs, on voit qu'on est sorti de cette période. Voilà. Vous m'avez interrogé sur Ambition Logement. Pour l'instant, nous sommes à l'heure. Alors, la vraie difficulté, je dirais, me permettrait de pas vous corriger, mais de compléter votre propos. La vraie difficulté, plus encore que d'être au rendez-vous de la première année en termes, ou des premières années en termes de montée en puissance, ça a été la transition, ça a été le passage de relais. Ça a été la chose la plus difficile, passer de l'ancien gestionnaire qui s'appelait CDC Habitat au nouveau. En gros, le 1er janvier 2023, bon, là, ça a été un peu difficile. C'est-à-dire que aussi soigneusement qui a été préparée la manœuvre de passage de relais, il y a nécessairement des frottements. Aussi intensément qu'on est communiqué, il y a toujours des éléments de malentendus. J'ai bien entendu hier que dans la partie des discussions, je me demande si c'est pas vous, madame, qui avez soulevé le sujet, ou dans votre groupe, le fait qu'il peut y avoir un effet assez paradoxalement, ou peut-être contre-intuitif dans le fait qu'on va rénover profondément les appartements, on va en construire de tout à fait neuf à des nouveaux standards qualitatifs. Ça va forcément avoir un impact sur les loyers. Et donc, du coup, ce côté, il y a plus de qualité, mais du coup, ça a un impact sur le prix, peut avoir un effet anxiogène pour les ressortissants. Je rappelle quand même que le cadre réglementaire qui s'applique aux logements domaniaux dont les ressortissants défense sont les occupants, c'est des abattements sur les prix du marché locatif qui peuvent monter jusqu'à 50%, divisé par 2, donc, dans les zones tendues, dont l'Île-de-France et la plupart des grandes métropoles. Donc voilà, il y a effectivement, c'est objectif, hein, s'il y a de l'investissement dans les appartements, s'il y a un meilleur standard au plan qualitatif, ça a un impact évidemment sur le loyer. Sur le musée de l'Armée,
La subvention est en augmentation l'an prochain. On passe de 18 à quasiment 20 millions, à l'intérieur de laquelle la moitié sera consacrée aux investissements. Le projet Minerve, le parcours permanent sur le post-Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation, le parcours muséographique consacré à l'histoire des Invalides. Et globalement, sur les 3 musées, les subventions passent de 142 à 154 millions d'euros, c'est-à-dire une augmentation pour l'ensemble des 3 grands musées nationaux de 9%. Donc, on est au rendez-vous de l'effort du chantier musée qui portait un numéro dans la précédente législature, mais nous sommes au rendez-vous. Très bien, et on dit même parfois que le ministère des Armées est le 2e opérateur culturel de l'État. Et le 2e, alors je parle sous le contrôle de Madame la Ministre, est le 2e opérateur culturel de l'État, et peut-être que dans le cycle sur la défense globale, on aura l'occasion de faire une partie sur le lien entre culture et défense, puisque on a vu que le ministère des Armées avait un rôle important en matière de la culture, mais la culture, c'est aussi ce qui nous donne envie de nous battre pour quelque chose qu'on a envie de défendre ensemble. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Je vous remercie de vos propos, évidemment, introductifs, mais vous avez répondu à énormément de questions. Donc, juste tout d'abord, je vais vous dire, j'aurai certainement beaucoup de questions à vous poser par la suite, mais une fois que j'aurai travaillé le bleu budgétaire. Parce que là, en fait, on inverse les choses. En ce moment, on vient juste de le recevoir, comme on l'a tous dit cette nuit. Je n'ai pas la prétention de faire, évidemment, comme tout le monde, j'essaye de dormir un peu. Et puis surtout, mes collaborateurs, je ne les fais pas non plus travailler ni la nuit, ni les stagiaires. Donc en fait, on est un peu sec, à part une communication de presse, bien sûr. Mais ce n'est pas le travail qui nous permet, nous, d'affiner, de poser des questions en étant évidemment le plus près possible de la lisibilité qu'on a des bleus. Donc je vais aborder quelques petits points. Et de toute façon, oui, dans l'absolu, durant cette période de discussion budgétaire, une fois que je serai plus éclairée, plus affinée, j'aurai plaisir à échanger autour de certaines questions plus précisément. Donc là, je voulais aborder un premier point, qui est l'objectif du doublement de la réserve donc opérationnelle qu'on avait vu dans la LPM d'ici 2030, qui implique donc une très, très ambitieuse politique d'augmentation nette des effectifs de la réserve en 2024, donc comme vous l'avez évoqué, de 10% d'augmentation nette prévue. Et cette ambition se traduit dans le PLF par une hausse des dépenses du personnel qui irait jusqu'à près de 10 millions d'euros. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, c'est en même temps, j'aimerais vraiment avoir, et on aura l'occasion de nouveau de l'échanger, c'est cette capacité à pouvoir fédérer, fidéliser, pouvoir recruter les réservistes. Il y a tout un énorme travail autour de ce sujet. Et comme les masses sont importantes, et on s'en félicite, c'est d'avoir une meilleure visibilité de l'action qui va être portée par vos services, d'ailleurs que je salue au passage, qui font un énorme travail et qui vont avoir à lancer différents programmes pour tous ces recrutements ou en tout cas attirer dans la fidélisation. Donc du coup, sur ce programme 212, j'aimerais avoir un peu en termes de gestion. Vous avez évoqué aussi dans la présentation du plan annuel de performance, même si je n'aime pas le terme, mais pour le programme 212, vous aviez évoqué des nouveaux systèmes de gestion. Une partie arrive en mars 2024. Donc voilà, après ça... en fait, pour optimiser cette meilleure gestion RH dans le cadre des réserves. Donc voilà. Donc du coup, en fait, en même temps, on voit que budgétairement, sans être trop précis, il semblerait qu'il y ait une baisse budgétaire sur cette partie-là avec le plan annuel de performance et l'achat de ces nouveaux systèmes connectés. Et donc, on aimerait savoir un peu comment tout ça va fonctionner et les indicateurs quantitatifs, est-ce qu'ils sont pertinents pour faire face à la crise de recrutement? Ça, c'est le point qu'on voulait aborder. Le deuxième point que j'aimerais aborder sans visibilité, même si vous avez donné aujourd'hui, mais je les découvre, les informations, la fidélisation donc, des personnels, j'en ai parlé, la question, y compris... du plan famille 2, savoir si par hasard, et c'est vrai que dans les auditions, et là comme en plus on n'est pas nombreux, je me permets de prendre un tout petit peu plus de temps, c'est vrai que ce serait bien de venir
surtout quand on n'a en plus pas les budgets, avec des PowerPoint, avec des choses qui pourraient visualiser, en fait, y compris pour vous, les plans pluriannuels. Par exemple, sur le plan famille, comment ça va se traduire, comment vous le visualisez dans l'année. Idem sur le rétro-planning de l'immobilier. On sait tous que tout ça participe forcément à des grandes stratégies qui sont posées avec des dates. Bon, c'est intéressant pour nous, au-delà des chiffres, d'avoir cette visibilité, d'avoir les lieux, de pouvoir les cartographier. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé, le plan famille 1 sur le dernier mandat et sur le plan famille 2 où j'ai eu là aussi l'honneur de participer à ces travaux. Donc j'y suis très attachée. J'avais un collègue qui avait beaucoup travaillé sur un rapport concernant l'immobilier. Et là aussi, c'est des choses qui nous permettraient d'être, j'oserais dire, plus attractif et dans une meilleure compréhension, même si on n'a pas eu le temps de lire le budget. Voilà, je ne serai pas plus longue, j'ai déjà largement dépassé. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Battre ma coulpe, mais en fait, je crois que c'est un peu systémique. Je comprends entièrement ce que vous dites et je prends conscience d'une forme de frustration que M. Thiriot aussi a exprimée. Je la comprends et je me dis que, j'en disais un mot à l'instant au président Cassio, je pense qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse à organiser autrement, à illustrer autrement nos échanges. L'intérêt pour la data visualisation, la géographie, les courbes, le côté graphique. Écoutez, je pense, enfin voilà, je ne dis pas que la lumière se fait, mais moi je suis un vieux budgétaire, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu usage immémoriaux dans ces échanges, dans la manière dont se structure le travail entre l'administration et les parlementaires. Et peut-être que ce modèle est un peu épuisé, ou en tout cas il est insuffisant. Et voilà, moi je ne sais pas si il est acceptable pour vous qu'on renvoie, y compris sur cette session budgétaire de l'automne 23 pour le PLF 24, à des réunions qui seraient peut-être dans un autre format, ou si c'est dans le même format, enfin, je ne sais pas, mais oui, enfin, un PowerPoint ou des supports graphiques, enfin, voilà. Même le bleu, je crois il fait aussi l'objet d'un processus d'amélioration continue, c'est bien le moins, mais ça reste quand même un document un peu âpre, mais où l'administration... Oui, mais surtout la nuit, ouais. Ça dépend si on dort mal, mais disons que... Enfin, où on est pris, où l'administration, les fonctionnaires sont aussi, moi aussi je vais m'exprimer librement, sont aussi pris au piège de l'exhaustivité, et donc la somme des informations altère la lisibilité, la perception de l'idée problématisée, de l'intention politique, même s'il y a des introductions, il y a des présentations stratégiques. Ok, je crois qu'il faut que nous prenions le point, et je pense que s'il y a possibilité dès cet automne de se rattraper, parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir des représentations graphiques de ce dont on parle, donc que ce soit sur un logiciel bien connu ou sur un autre, PowerPoint ou d'autres manières de représenter les sujets. Mais comme a dit le grand Napoléon, un petit croquis, ça vaut mieux qu'un long discours à bien des égards. Donc c'est vrai que des courbes, des diagrammes, des cartes de France, voilà, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite à l'expression du problème. Voilà, sachant qu'effectivement, il y a déjà un sujet de timing. Donc vous avez bien compris, le sujet c'était de dire que la LOLF prévoit que les bleus doivent être fournis le premier mardi du mois d'octobre. Pour autant, on a une vingtaine d'auditions au plus tard, effectivement. Donc, on aurait pu s'attendre de ce que ce soit un peu plus tôt. On avait parié là-dessus. Pour autant, on a une vingtaine d'auditions à caler dans un temps restreint. Et donc, on avait le choix soit de commencer plus tard, mais de faire moins d'auditions, ou soit de parier qu'il allait être livré un peu en amont, qu'il allait être un peu inconfortable. C'est ce qu'on a fait. Et bon, avec le résultat qu'on a connu, le ministre s'est engagé à revenir devant la commission, en tout cas, a fait part de sa disponibilité, soit en commission, soit en bureau, qui pourrait être aussi un format qui pourrait être adapté. Et dans l'attente également concernant les documents de visualisation cartographique ou schématique, je vous renvoie également au très bon travail qui a été fait par la DICODE. Je ne sais pas si vous avez vu la plaquette informative sur le PLF 24, qui est vraiment extrêmement bien faite, qui montre comment se répartir les grandes
les grands investissements et qui fournit plusieurs cartographies sur la livraison des équipements, sur le nombre de personnels répartis au niveau national. Alors, ça reste assez sommaire et c'est sûr qu'on gagnerait peut-être l'année prochaine à effectivement, lors de votre audition, utiliser la projection pour effectivement avoir des diapositives un peu plus précis qui pourraient être une base un peu plus solide. Madame Santiago. Oui, donc du coup, je vous remercie parce qu'en effet, je trouve que ça aurait beaucoup plus de vivant, y compris dans les échanges et dans la compréhension, parce que vous touchez dans votre secrétariat général à l'ensemble de la masse salariale, mais aussi au bâtiment. Et donc, en fait, toutes les infrastructures nécessitent, y compris... je l'avais dit quand j'avais fait le plan famille ou quand j'avais fait un autre plan qui était celui sur la transition énergétique des armées. En fait, on ne valorise pas assez ce qui est fait. Et donc, ça permet, avec un visuel, de voir où on en est. On est sur la rénovation de tout ce qui est climatique à l'intérieur des bâtiments, le changement des chaudières, etc. Mais si on a capacité dans des visuels, dans des vidéos, quelque chose où on voit concrètement et ce qu'il reste à faire pour tous les parlementaires, le sujet, ou que ce soit sur le plan famille et autres, ça permet quand même de participer au débat de meilleure manière et en dehors même qu'on ait reçu le budget très tardivement. C'est de toute façon plus ludique et plus agréable d'échanger sur du fond sous cette forme-là. Merci. Écoutez, nous en arrivons donc à la dernière question. La parole est à José González. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Ces dernières années sont marquées par un changement de la culture du travail et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il serait imprudent de considérer que ces révolutions, qui affectent déjà les armées voisines comme nos armées, n'auront pas plus d'impact à l'avenir. Parmi les critères de fidélisation, on retrouve la prise en compte de la vie familiale, notamment lors des phases de mobilité. Nos militaires mutés veulent pouvoir scolariser leurs enfants, retrouver un médecin, acquérir un logement. Un manque de fidélisation, difficile à combler d'ailleurs par le recrutement, puisqu'il manquera entre 1500 et 2000 candidats cette année, et même si le ministère entend créer 6000 postes, ces derniers vont être difficilement pourvus, faute de volontaires. Des palliatifs existent, avec notamment la réorientation des filières compétitives comme la Légion étrangère, où 9 jeunes se bousculent pour un seul poste. Ma question est donc la suivante. Que ce soit côté recrutement ou côté fidélisation, les sommes allouées par cette loi de finances vont-elles permettre, selon vous, Monsieur le Secrétaire général, d'atteindre les buts fixés par la LPM ou devons-nous envisager de nouveaux moyens? Je vous remercie. Monsieur le Secrétaire général. Alors, naturellement, au stade où nous en sommes, c'est-à-dire à 3 mois du début de l'exécution de la loi de finances, et donc, comme aurait dit M. Lapalisse, à 15 mois de la fin de l'année 24, aujourd'hui, nous venons devant vous, le bleu sorti dans la nuit, nous y croyons. Bien sûr que... mais c'est une croyance raisonnée, il y a un raisonnement, il y a des hypothèses, et il se peut que ce ne soit pas complètement au rendez-vous. Donc, le corollaire de ça, c'est notamment ce que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, et qui a été vraiment, je crois, une innovation explicite, parce qu'on le faisait un peu avant quand même, mais explicite dans cette LPM, l'idée de pouvoir ajuster en fonction du retour réel, c'est-à-dire du retour de ce qu'on appelle la manœuvre RH, ne pas attendre la fin de l'année ou la période du dernier trimestre où de toute façon l'affaire est en train de se nouer, pour éventuellement mobiliser des leviers, primes de lien au service par exemple, pour atténuer une partie la partie d'une tendance qui est défavorable. Je pense qu'il faut être assez prudent. Surtout si on raisonne sur l'horizon lointain, jusqu'en 2030, parce qu'on a fait un petit développement avec Mme Dariussec sur l'inflation. Il n'y a pas 6 mois devant vous, tout le monde était à cran, et la grande question c'était mais pour combien de dizaines de milliards vous avez prévu l'inflation dans cette LPM, dans ce OSC 413. J'ai d'ailleurs contribué à rendre le débat sans doute encore plus complexe qu'il n'était, mais on était au pic des anticipations d'inflation. On était dans un moment où tous les acteurs économiques prenaient les hypothèses les plus défavorables. Ce moment est déjà derrière nous. Et sur le marché du travail, c'est quand même la même chose.
Aujourd'hui, l'armée de terre a des difficultés pour réaliser ses cibles de recrutement de militaires du rang. Ces choses-là sont quand même très corrélées à un état général de l'économie et du marché du travail. Et donc, la vérité en économie, c'est le cycle. Et qui peut dire où en sera ce marché dans un an, dans 18 mois, dans 2 ans? On a vu dans des périodes pas si anciennes, dans les 5 ou 6 années, des moments écoulés, des phases différentes. Donc oui, là, certains économistes, même si ce n'est pas hyper intuitif, disent qu'en fait, le marché du travail français atteint une forme de plein emploi. C'est-à-dire qu'à 7%, on serait dans... la question est donc, est-ce que le chômage frictionnel à 7%, c'est l'optimum dans l'économie française? C'est un tout autre débat. Mais à 7%, en tout cas, de chômage, l'armée de terre a du mal à recruter les militaires du rang. Voilà, c'est ça qu'on constate. Alors, il y a une pluralité de facteurs. Bon, est-ce que c'est stable dans la durée? Est-ce qu'on peut planifier les 7 années qui nous séparent de la fin de l'année 2030 sur cette seule hypothèse? Sûrement pas. Et donc, bien sûr qu'il y a des moyens d'arbitrer, il y a des moyens de moduler les efforts. J'en ai exposé un certain nombre sur l'horizon relativement proche de l'année 24. Et puis, il y aura les budgets annuels les uns après les autres. Voilà. De toute façon, on ne peut pas rester dans une situation hypothétique où on sous-consommerait les crédits de masse salariale parce qu'on sous-réaliserait nos ambitions en termes RH. Il y a un moment où on va consacrer, et ce moment, il est prévu, enfin, cet arbitrage, le croisement des courbes, il est prévu dans la LPM où on dit, si on a une perspective de sous-réalisation de nos cibles quantitatives en matière de recrutement et de fidélisation, alors les efforts en termes de prix, oui, si on parle de marché, désolé, le marché du travail, il y a un effort salarial supplémentaire qui peut être fait pour atténuer l'effet de cette tendance qu'on constate et dont on anticipe le prolongement. Voilà. Donc ce qui compte, c'est aussi la boîte à outils dont on s'est doté pour... Et puis il faut aussi comprendre le marché du travail. Et, enfin, voilà, je pense qu'un ministère qui voit partir 28 000 de ses collaborateurs et qui en recrute sensiblement autant tous les ans, c'est quand même un ministère qui fait la démonstration de son agilité. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'organisations de travail qui sont capables de réitérer à epsilon près une telle performance année après année, distribuée sur un grand nombre de gestionnaires de personnel militaire. Et de personnel civil. Donc, le ministère a cette agilité. C'est pas du tout une espèce de satisfecit et une raison pour ne pas rester alerte et toujours faire des efforts pour comprendre ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Mais le passé, d'une certaine manière, plaide pour nous. C'est-à-dire que, encore une fois, le ministère, investir dans le capital humain, la contrepartie ou sa traduction concrète, réaliser son format RH, c'est tout simplement existentiel pour les armées. C'est existentiel. Pas d'hommes, pas d'armée. Et vraiment, le ministère, tous ses efforts sont tendus vers cet objectif. C'est l'objectif premier. C'est absolument certain. Voilà, donc ce sont un peu des indications de méthode. Ce sont des indications de méthode qui sont crédibilisées par, d'une certaine manière, la performance passée. Voilà. Là, on est dans une phase qui est quand même relativement inédite. Il y a quand même un certain nombre d'années qu'on n'a pas rencontré ces conditions-là de marché. Mais elles ne dureront pas. En tout cas, monsieur le secrétaire général, on va tout faire au contraire pour qu'elle continue et que même on descende en dessous de 7% de taux de chômage. Vous savez qu'en ce moment, beaucoup de nos collègues sont mobilisés dans l'hémicycle pour le projet de loi sur le plein emploi. Effectivement, on en mesure bien les effets de bord négatifs du fait de l'attractivité relative du métier des armes. Mais en tout cas, même en mesurant cette attractivité, cet effet de bord un peu négatif, on doit quand même continuer vers ce chemin, vers le plein emploi, puisque c'est à ce prix-là qu'on financera notre LPM tout en gardant notre souveraineté financière.
heureusement que vous avez là la présence d'esprit de me rappeler à l'ordre, Monsieur le Président. Je vais donner un autre exemple, Monsieur le député Gonzalez. Le créneau de la spécialité numérique. Bon, c'est pas complètement nouveau, mais illustration de ce qu'on est capable de s'adapter. On a créé une prime dans le 3e étage de la NPRM, de la politique de rémunération des militaires, pas plus tard que l'an dernier, et c'est-à-dire l'an dernier par rapport à 24, c'est-à-dire 23, c'est-à-dire qui entre en vigueur là, dimanche dernier, quoi, donc ça sera sur la paye d'octobre. Donc cette prime, elle est à peine inaugurée, qu'on vient de créer un créneau supplémentaire avec un surcroît de rémunération pour la spécialité numérique, supériorité numérique, ça s'appelle, parce que non, supériorité, c'est mieux. Bon, voilà, je veux dire, le dispositif est quand même très mobile, il est très adaptatif. Vous pouvez faire confiance aux gestionnaires de personnel militaire en particulier pour observer, comprendre ce qui se passe et s'adapter, et être proactif. Voilà. Et honnêtement, je pense qu'on ne butera pas sur des problèmes de rationnement de la ressource budgétaire. Je pense qu'au premier ordre, ce n'est pas ça le sujet. Parce que le budget 24, la programmation budgétaire à 24-30 de la LPM, 100 milliards de T2, c'est crédible. C'est pas, le sujet, en première intention, ça ne sera pas un sujet financier. Ça sera un sujet vraiment de compréhension et de mobilisation des bons outils et d'être sur l'avant de la manœuvre RH. Au premier ordre, c'est ça. Très bien, Monsieur le Secrétaire Général, on ne progresse que dans l'inconfort, et finalement, cet inconfort temporaire nous permet de progresser sur les sujets de ressources humaines. Exactement. Mes chers collègues, merci pour cette audition. Je vous propose de nous retrouver demain pour l'audition à 9h du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Bonne fin d'après-midi à tous.